Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est mardi 26 mai 2026 et notre nouvel ami Robert Barnes est avec nous. Bienvenue Robert. Ravi d'être là. C'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous. C'est la première fois qu'on se parle et j'aimerais commencer, Robert, par la situation au Moyen-Orient. Les négociations entre l'Iran et les États-Unis ne sont pas des négociations directes. Les deux camps s'envoient des messages par intermédiaires. Et en même temps, ils se battent. La nuit dernière et celle d'avant, les États-Unis et l'Iran se sont frappés mutuellement. Ils ont tiré des missiles. Et tu sais, il y a eu des morts, des marins ont été tués. Et pendant ce temps, Donald Trump se vante de la beauté, soi-disant, des négociations qui se déroulent en ce moment même. Quelle est, selon toi, la situation réelle au Moyen-Orient? Si tu devais dire les choses ainsi, quels étaient les principaux objectifs de l'administration Trump dans cette guerre au Moyen-Orient et combien de ces objectifs ont été atteints jusqu'à présent? Je veux dire, les objectifs, en réalité, ce sont les objectifs israéliens déguisés en objectifs américains. Le président, lui, poursuivait ces objectifs-là, et il était seul à le faire, à part Hegseth, ou la mort de Hegseth, comme l'appelle Max Blumenthal. Tous les autres dans la salle étaient contre. Le plus ferme opposant à toute guerre de changement de régime, c'était le vice-président J.D. Vance. Mais la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, avait aussi déconseillé cette option. Son rapport de renseignement expliquait que les prévisions de Bibi Netanyahou, selon lesquelles le régime s'effondrerait en 4 ou 5 jours, que la paix, la liberté et la démocratie émergeraient en Iran à la manière d'un pays occidental, et que Téhéran se précipiterait pour signer les accords d'Abraham et servir les intérêts américains, comme à l'époque du Shah en 78, eh bien, le rapport disait clairement que rien de tout cela n'allait se produire. En fait, probablement tout le contraire. Le régime sera plus dur et il y aura un effet de ralliement autour du drapeau. Joe Kent, le chef de la lutte antiterroriste, avait donné le même conseil. Il l'avait déjà dit l'été précédent, l'été dernier, quand tout cela était encore à l'étude et en réflexion. Le Pentagone avait prévenu qu'il était peu probable d'atteindre les objectifs militaires que le président visait, qui correspondaient, à ce moment-là, en gros, à la liste israélienne. Que l'Iran n'ait aucune capacité nucléaire et qu'il y ait un changement complet de régime, comme on en parle ici. Je ne suis pas certain de ce qu'affirment certains articles du New York Times à propos de certaines personnes dont les noms circuleraient. Je pense que c'était en quelque sorte un effort tardif pour justifier certaines choses. Il se peut qu'il ait tué par accident d'autres personnes de l'intérieur du régime. Mais en réalité, c'était un changement de régime total, complet, mené de façon docile. Plus de programmes de missiles balistiques, ni à longue ni à moyenne portée, plus de programmes d'enrichissement nucléaire, plus aucune capacité de représenter une menace réelle pour Israël. C'était ça, le véritable objectif. Et pour Israël, un Iran chaotique, divisé, fragmenté, comme la Syrie, comme la Libye, comme l'Irak, comme le Liban, ou comme d'autres endroits où ils sont intervenus au fil des années, leur aurait très bien convenu. Ils auraient même préféré que ce soit l'Amérique qui s'en charge à leur place. Mais dans l'esprit de Trump, ça allait être un changement de régime, la paix, la liberté et quelqu'un qui adore Trump. Il s'imaginait sans doute qu'on érigerait de grandes statues dorées de lui au centre de Téhéran, comme il pense qu'on va le faire pour lui à Caracas au Venezuela, un de ces jours. Un peu comme ce qu'il fait lui-même dans sa propre bibliothèque présidentielle. Si ça, ce n'est pas le signe que quelqu'un perd les pédales, je ne sais pas ce que c'est. Combien de gens doivent encore le voir? Bref, ça c'était la version officielle des objectifs. Officieusement, c'était surtout les objectifs d'Israël vis-à-vis de l'Iran. Et c'était aussi le reflet d'un processus de décision de plus en plus affaibli chez Trump. D'après ce que des gens à la Maison-Blanche m'ont décrit dès le mois de janvier, il s'agirait en gros des premiers signes
d'une démence frontale comportementale, c'est-à-dire qu'on perd peu à peu toute empathie. On commence à voir apparaître des délires de grandeur. Vous savez, Trump a toujours eu un ego solide, mais là, on est passé à un tout autre niveau. Pour vous donner un point de comparaison, pendant son premier mandat, si on remonte à The Art of the Deal et à d'autres livres, il croyait beaucoup à la pensée positive. Il s'était même construit une sorte de tradition spirituelle autour de ça, inspiré de Norman Vincent Peale et de tout ce courant-là. Mais il disait aussi, il faut toujours s'attendre au meilleur, tout en se préparant au pire. Donc c'était toujours ancré dans un réalisme très dur. Trump disait souvent, dans une guerre au Moyen-Orient, tout ce qu'on peut espérer, c'est du sang et du sable. Et au final, on verse beaucoup de sang pour un peu de sable. Et pourtant, il a toujours été profondément sceptique à propos de tous les conflits au Moyen-Orient. Depuis les années 90, il l'a répété dans de nombreuses déclarations publiques et commentaires. Le New York Times avait d'ailleurs publié une enquête approfondie là-dessus, avant la guerre. Tout ça a disparu. Le réalisme géopolitique a disparu. L'attachement au réalisme aussi. Avant, il adorait avoir un deuxième avis. J'ai été son avocat pendant un moment, pendant l'élection de 2020. Il consultait 50, 55, 60 personnes. Il n'y avait littéralement aucune limite aux seconds avis. C'était parfois un peu frustrant. Aujourd'hui, il ne veut plus aucun deuxième avis. Il ne fait plus de plan de secours. En fait, il ne veut rien entendre qui pourrait le faire réagir négativement sur le plan émotionnel. Sa propre chef de cabinet, Susie Wiles, conseillait déjà à l'automne et au début de l'hiver de ne pas partager d'informations avec le président auquel il risquerait de réagir de façon émotionnelle. C'est comme ça qu'on en est arrivé là. Le lobby pro-israélien l'a compris avant beaucoup d'autres. C'est pour ça qu'ils ont fait venir Bibi en février, à un moment où Vance, d'ailleurs, était en déplacement. Il était en Arménie et en Azerbaïdjan, dans le Caucase. Et c'est là qu'ils en ont profité, parce que Trump, émotionnellement, son état se dégrade et il confabule sans arrêt. Sa mémoire fonctionne à sa manière. Il se souvient de ce qu'il veut et oublie ce qu'il ne veut pas. Il s'imagine qu'il crée un souvenir qui n'a jamais existé. C'est pour ça qu'il réinterprète l'accord sur l'Iran à différents moments, à sa manière, même si ce n'est pas du tout l'accord réel. Il se convainc que c'est bien celui-là. Cette confusion, c'est sans doute le pire aspect de tout ça. Mais ce n'est pas le seul problème dans sa façon de prendre des décisions. Il est devenu obsédé par l'idée d'être une sorte de figure impériale. C'est pour ça qu'il s'est comparé à Jésus, qu'il s'est comparé au pape, qu'il prétend avoir choisi le pape, qu'il dit qu'il allait choisir le prochain dirigeant suprême de l'Iran. Et maintenant, il dit peut-être qu'il sera le prochain président du Venezuela, ou peut-être le prochain premier ministre d'Israël. Il n'a pas encore pris sa décision. Ce n'est pas un comportement normal, même pour le premier mandat de Trump, qui était déjà assez atypique. On n'a rien vu de tout ça à l'époque. Là, il s'en prend violemment à ses plus anciens soutiens, à des gens comme Marjorie Taylor Greene, qu'il pousse dehors du Congrès. Il dépense tout son capital politique, et même l'argent du lobby pro-israélien, pour éliminer Thomas Massie, le seul vrai représentant de cette aile du Parti républicain, l'ancienne aile Ron Paul. Et il ajoute Maha à cette équation. Il s'en prend aussi à la députée Lauren Boebert. En ce moment, il soutient massivement Lindsey Graham, qu'il appelle la reine des va-t-en-guerre, toujours prête à nous entraîner dans son bordel de sang. Lady Lindsey est maintenant sa personne préférée, celle à qui il parle tous les soirs quand il ne discute pas avec Sean Hannity. Ses principales sources, comme le Pentagone, lui ont pourtant répété plusieurs fois que non, en réalité, nous n'avons pas détruit 70, 80, ni 90%.
On ne les a pas anéantis, parce que leur vraie marine, ce sont les bateaux, les torpilles, les drones et les petits sous-marins. On n'a pas détruit leur armée de l'air, parce que ce n'est pas une armée de l'air conventionnelle. On n'a même pas vraiment détruit leurs avions non plus. En réalité, ce sont leurs drones et leurs missiles, fabriqués dans ces fameuses villes de missiles. Et ces villes-là, on ne les a pas détruites. Mais lui, il se persuade du contraire. Ils n'en ont que quelques-uns qui peuvent, de temps en temps, poser des problèmes. Et c'est pour ça qu'il invente des plans insensés, comme le projet Freedom, la navigation et tout le reste, que les Qataris et les Saoudiens ont dû étouffer avant que ça ne dégénère. Son esprit complètement déconnecté reste un vrai problème. Il continue, en gros, à défendre des idées vraiment stupides. Mais tous les autres, le général Kane, l'amiral Cooper et d'autres dans la chaîne de commandement militaire, n'avaient aucune intention d'exécuter son plan de destruction de la civilisation avec l'Iran, et ils le lui ont clairement dit. Ils ont expliqué qu'ils allaient redéfinir la liste pour ne viser que les vraies infrastructures à double usage, ce qui est la seule chose légalement autorisée par la loi américaine. Sans parler des normes internationales et tout le reste. Bref, pour éviter de commettre un crime de guerre, ce qui est aussi interdit par la loi aux États-Unis. Donc, il a été informé de tout ça. Mais à tout moment, il refuse d'être comme Obama, parce qu'Obama avait conclu un grand accord avec le JCPOA et lui prétend qu'il y avait dans cet accord des choses qui n'y figuraient pas, et ainsi de suite. Du coup, il a peur de tout accord qui donnerait de l'argent à l'Iran, peur de tout accord qui pourrait leur permettre d'enrichir quoi que ce soit. Mais en même temps, il est terrifié à l'idée de ressembler à Jimmy Carter. Il ne veut surtout pas donner l'image de quelqu'un qui laisse des otages derrière lui. C'est là que Joe Kent a été très efficace, en martelant ce point encore et encore. Si on envoie des soldats sur le terrain, il y en aura probablement qui finiront comme des otages. Ce serait Jimmy Carter, mais puissance 10. Il est aussi terrifié à l'idée de ressembler à George W. Bush. Il ne veut pas être celui qui s'enlise dans une guerre ratée et interminable au Moyen-Orient. Donc logiquement, la meilleure chose à faire serait de se retirer plutôt que d'escalader. Mais j'ai dit à plusieurs personnes que je n'imagine pas une seule seconde qu'un accord puisse être signé et appliqué. Parce que Trump est bien trop effrayé par la comparaison avec Obama et trop soumis au lobby israélien. En même temps, je ne le vois pas vraiment aller plus loin tant que les Saoudiens et les Qataris exercent leur veto, tant que son propre appareil militaire et ses services de renseignement américains lui disent que ça va se retourner contre lui, et tant que l'économie hurle. Deutsche Bank a mis au point quelque chose qu'ils appellent l'indice de pression. Alors, regardez le taux des bons du Trésor à 10 ans. Dès qu'il dépasse 4,5%, Trump a tendance à vaciller. Si le prix de l'essence dépasse 4,50 $, c'est déjà le cas, Trump a tendance à vaciller. Si sa cote de popularité tombe dans les 30%, Trump a tendance à vaciller. Et en ce moment, il cumule les trois. En plus, sa propre famille est profondément impliquée. Kushner, les Witkoff, Don Jr. et Eric sont liés à des investissements venus de différents fonds de capital risque et autres structures qu'ils ont montées. Et ils s'enrichissent de façon spectaculaire grâce à son second mandat. Il fait passer n'importe quel monarque pétrolier pour un amateur. Il fait passer n'importe quel petit dictateur latino-américain pour un figurant. Il ferait pâlir n'importe quel oligarque d'Europe de l'Est. Personne ne rivalise avec la quantité de... Trump a ajouté plus d'argent à la fortune de sa famille et de ses proches que tous les présidents précédents et suivants réunis, et cela en à peine un an. Une grande partie de ça est liée au Moyen-Orient. Mais que se passe-t-il si les Saoudiens se retrouvent vraiment en difficulté? Ses propres finances, celles de sa famille, seraient alors en danger. Donc il y a aussi ces contraintes-là. Et puis la Chine et la Russie
ont imposé leurs propres limites. Il est vraiment allé en Chine en pensant qu'il allait les faire céder, ce qui est quand même stupéfiant. Mais ça montre bien d'où vient cette confusion. Je veux dire, ils ont même changé le nom de Rubio parce qu'il est interdit d'entrer en Chine et ils l'ont modifié pour que ça sonne un peu comme Ratio. Et le petit Rubio porte fièrement ce petit badge. Regarde-moi, je suis un rat. Oui, un rat, juste là. Il n'avait aucune idée de ce que ça voulait dire. Je l'appelle Narco Marco à cause des liens de sa famille avec les trafiquants de cocaïne de l'époque. C'est comme ça que Narco Marco a lancé sa famille financièrement aux États-Unis. Et maintenant, les médias iraniens explosifs, ces jeunes qui faisaient ces vidéos avec des Legos, ils ont créé une étiquette Narco Marco, ce qui est plutôt amusant. Bon, ça n'a peut-être pas vraiment aidé mes relations personnelles avec le département d'État. Ça, c'est une autre histoire qu'on racontera un autre jour. Je pense qu'il y a suffisamment de facteurs de retenue. Les élections de mi-mandat qui approchent, les problèmes économiques, le manque d'alliance, l'opposition à la fois de la Chine et de la Russie et des autres grandes puissances dans le monde pour que le risque d'escalade soit faible. Mais, vu la dégradation de son état mental, ce risque n'est jamais complètement nul. Qu'est-ce que Netanyahou veut de Donald Trump? Parce qu'à chaque fois, souvenez-vous, quand il a annoncé le cessez-le-feu, après 39 jours de guerre, juste après cette annonce, il y a eu cette énorme attaque israélienne contre le Liban. Et pendant qu'on parle, on voit le même type d'attaque au Liban. Parce que Netanyahou n'est pas à l'aise avec les échanges en cours. Ce ne sont pas vraiment des négociations entre l'Iran et les États-Unis. Ils craignent peut-être que quelque chose en sorte. Mais Donald Trump, lui, a tout fait pour eux, à mon avis. C'est en quelque sorte la tentative ultime de l'administration Trump pour faire un geste en faveur de Benjamin Netanyahou. Il voulait cette guerre depuis très très longtemps, et il l'a eue. Et l'Israël d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était avant le début de cette guerre, sur le plan militaire, politique, géopolitique. Vous savez, avant le 7 octobre, il y avait encore les accords d'Abraham qui tenaient plus ou moins, mais ce n'est plus le cas. Et il n'y a plus rien que l'administration Trump puisse faire pour Israël. Je ne comprends pas pourquoi il insiste autant sur la présence américaine au Moyen-Orient. Ce n'est pas seulement Benjamin Netanyahou, on a aussi Lindsey Graham, comme vous l'avez mentionné. Lindsey Graham dit que ce serait catastrophique pour Israël si Donald Trump quittait la région dans les conditions qu'on voit aujourd'hui. Et selon vous, qu'est-ce qu'il peut faire? Je veux dire, il y a ce que Bibi devrait faire, mais il y a deux aspects là-dedans. Un qui est presque religieux et un autre qui relève simplement de la réalité géopolitique. Si on prend d'abord le côté géopolitique, les petites puissances entourées de pays qu'elles perçoivent comme hostiles ou adverses ont tendance à s'accrocher de façon un peu parasitaire à une grande puissance et à essayer de la pousser à mener leur guerre à leur place. Elles ont aussi tendance à être expansionnistes dans leur esprit, au nom de la défense. Et donc c'est un risque qu'on retrouve avec n'importe quelle petite puissance, comme Israël dès le départ, simplement d'après l'histoire géopolitique. Le deuxième aspect, c'est le projet du Grand Israël, qui a été une obsession d'une certaine branche du sionisme, pas toujours la branche dominante, mais celle qui domine aujourd'hui. Sous Bibi Netanyahou, ils ont aligné la politique de leur parti, le Likoud, en Israël, sur celle des États-Unis, en particulier sur la politique des évangéliques et des baby-boomers conservateurs ici, en Amérique. C'était un mariage de convenance politique, conclu à la fin des années 70. Mais aujourd'hui, cette alliance est en train de mourir aux États-Unis. Israël est en train d'épuiser tout son capital politique. On le voit par exemple
dans cette petite élection dans le Kentucky autour de Thomas Massey. C'est très visible. Ils ont dû dépenser plus d'argent qu'ils n'en avaient jamais dépensé auparavant pour battre un membre du Congrès. Et il faut le dire, il n'était qu'à 5 points de la victoire. Il a obtenu 45% des voix. Donc ils ont dû tout donner, absolument tout ce qu'ils pouvaient. Et vous savez, ils faisaient pression sur plusieurs groupes pour qu'ils se taisent à propos de Massey. Turning Point, où le député préféré de Charlie Kirk était Thomas Massey, a choisi de se taire. Certains sont même allés jusqu'à le critiquer à cause du chantage et des pressions d'extorsion qu'il subissait de la part du lobby israélien. Toute une série d'autres influenceurs qu'il avait pourtant soutenus depuis longtemps. Des gens comme Matt Walsh et Michael Knowles du Daily Wire ont eux aussi gardé le silence alors que Massey était l'un de leurs élus favoris. Donc on voyait un large éventail de réactions. Et puis, il y a eu toutes les pressions politiques locales. La députée Boebert lui apporte son soutien et le président Trump la menace, alors qu'elle est l'une de ses plus anciennes alliées à la Chambre des représentants. Mais pourquoi ont-ils dû faire ça? Pourquoi ont-ils dû dépenser autant de capital politique dans une primaire républicaine fermée, où la majorité de l'électorat, souvent des baby-boomers conservateurs, allait se faire dire qu'il fallait voter contre Massey pour Jésus le dimanche avant le jour du vote? C'est parce qu'Israël s'est effondré dans l'opinion de tous les autres groupes aux États-Unis. Aujourd'hui, le pays a une image négative, même chez les jeunes évangéliques. Les chrétiens évangéliques de moins de 50 ans désapprouvent d'Israël, et ils sont plus favorables aux Palestiniens qu'à Israël. Et cet effet est multiplié par 10 dans tous les autres groupes politiques du pays. Alors, dans ce contexte, ils pensent que tout ce qu'ils veulent obtenir, ils doivent l'obtenir tout de suite. Ils se disent qu'il faut cocher toute leur liste de souhaits de Noël, ou plutôt leur liste de Hanouka, rapidement, parce que tout ça pourrait disparaître dans 6 mois. Les démocrates pourraient reprendre la Chambre et le Sénat, et Trump se retrouverait face à une série de mises en accusation. Est-ce qu'il va vraiment pouvoir mener une guerre contre l'Iran en décembre ou en janvier? Franchement, j'y crois pas. Il aura déjà de la chance s'il survit à cette procédure de destitution. Le risque d'être écarté sera énorme, surtout quand sa base comprendra, comme Glenn Greenwald l'a récemment expliqué à certains d'entre eux, l'ampleur, la portée et la gravité de la corruption. C'est l'administration la plus corrompue et la plus intéressée de toute l'histoire américaine. Et ça veut dire quelque chose, quand on parle des présidents et des politiciens américains. À côté, les opérations boursières de Nancy Pelosi, ça ressemble à un jeu d'amateurs. Donc, dans ce contexte, ils savent que tout ce qu'ils veulent obtenir, il faut qu'ils l'obtiennent dans les 6 prochains mois. C'est pour ça qu'il est parano à propos de tout accord, parano à propos de tout ce qui pourrait repousser ça après les élections de mi-mandat. Parce qu'il sait très bien que politiquement, Trump sera fini à ce moment-là. Et là, tout se combine. Il y a le projet du Grand Israël, qui a une sorte de dimension presque quasi-religieuse. On a cette petite puissance régionale qui veut étendre ses frontières et qui cherche à se nourrir de façon parasitaire d'une grande puissance pour y parvenir, parce qu'elle ne peut pas le faire seule. Et puis il y a les élections de mi-mandat qui approchent et qui vont couler le lobby pro-israélien aux États-Unis, politiquement parlant. Les deux partis vont avoir de gros problèmes. Ma prévision, c'est pour 2028. Quel que soit le candidat démocrate le plus anti-Israël, un peu comme le candidat républicain en 2016 qui était le plus anti-immigration, c'est lui qui sera désigné. Le candidat démocrate perçu comme le plus opposé à Israël sera le prochain candidat du parti à la présidentielle. Du coup, ça met une pression maximale pour faire le plus possible, le plus vite possible, sans aucun retard dans l'esprit israélien. Et puis,
Bibi affronte des élections à l'automne. S'il n'est pas réélu, il finit en prison à vie à cause des affaires de corruption sur lesquelles il est clairement compromis. Alors, qu'est-ce qu'il voit, lui? Il pense que la guerre ne peut pas être perçue comme une défaite et que de toute façon, n'importe quel accord sera vu comme une défaite, comme le dit même Robert Kagan. Ce grand défenseur des néoconservateurs l'a reconnu publiquement dans les pages de grands journaux américains. Donc tout ça sera perçu comme une reddition, comme un sacrifice inutile. Et c'est pour ça que Bibi est prêt à tout risquer. Il est prêt à risquer l'avenir même d'Israël pour sauver sa propre peau. Parce qu'en réalité, tous ces projets dépendent de la poursuite, voire de l'escalade, de la guerre contre l'Iran d'ici novembre. Sinon, Bibi risque bien de passer le reste de sa vie dans une prison israélienne. Quand on regarde la situation aux États-Unis, la politique intérieure, à votre avis, dans les négociations, la manière dont Donald Trump agit, on sait qu'il veut sortir du conflit au Moyen-Orient. Il le veut vraiment. Mais dans quelle mesure ce qu'il pense est influencé par la politique intérieure américaine? Et dans quelle mesure c'est lié à la réalité de la guerre au Moyen-Orient? J'ai l'impression qu'il se sent piégé dans quelque chose de très dangereux, de plus en plus dangereux pour lui. Et comme il est en train de perdre, vous vous souvenez, quand il était allé dans les pays du Conseil de coopération du Golfe, à quel point ils étaient généreux à l'époque. La façon dont il communiquait avec Donald Trump, en lui donnant beaucoup d'argent. Vous savez, le gouvernement du Qatar lui avait même offert un avion. C'était incroyable, tout ce qui se passait à ce moment-là. En ce moment, on a l'impression qu'ils souffrent beaucoup dans les pays du Golfe, parce qu'ils n'arrivent pas à vendre leur pétrole, leur énergie, leurs engrais, bref, tout ce qu'ils produisent. Ils traversent une période difficile et cherchent à sortir de ce genre de problème. Et puis, Donald Trump a lui aussi ses propres difficultés, comme vous venez de le dire, sur le plan intérieur. Mais si on compare les questions intérieures et les questions internationales pour Donald Trump, selon vous, laquelle est la plus importante? Un Trump rationnel verrait que la crise actuelle en Iran est en train d'écraser sa coalition, de la diviser et de la fracturer d'une manière dont il sera peut-être très difficile de se remettre. Et en même temps, cette crise fait plonger l'économie américaine. Le moral des consommateurs est au plus bas, plus négatif que jamais. Si on regarde les électeurs indépendants et les électeurs de la classe ouvrière, c'est pire que tout ce qu'on a vu auparavant pour ces deux groupes. Tout cela joue évidemment sur les élections de mi-mandat, où il affiche les taux d'approbation les plus faibles jamais enregistrés pour un président sur des sujets comme l'économie et le coût de la vie. Dans ce contexte, la réaction rationnelle serait de se retirer le plus vite possible, en limitant autant que possible les dégâts à long terme. Malheureusement, cela ne le motive que par moments. Même s'il sait que s'il perd la Chambre avec une large marge et qu'il perd aussi le Sénat, plus il perd de sièges au Sénat, plus le risque est grand. C'est sûr qu'il perdra la Chambre, qu'il sera destitué. Mais le risque encore plus grand, c'est qu'il perde aussi le vote de destitution au Sénat, qu'il soit reconnu coupable et qu'il devienne le premier président de l'histoire à être réellement écarté du pouvoir. On pourrait penser que ça le motiverait, mais en réalité, ça ne fait que de façon sporadique, imprévisible, parce que son état d'esprit est complètement centré sur cette idée que l'empereur Trump est sur le point de conquérir le monde. Il se persuade de ça, soir après soir. Et c'est justement à cause de cet affaiblissement mental qu'on voit des décisions irrationnelles. Parce que tu as raison, il y aurait un intérêt rationnel évident, sortir de cette situation au plus vite. Par moments, il en prend conscience. Mais très vite, il retombe dans ce schéma. Je parie que si on fait ça, tout ira bien et je redeviendrai un héros. Et il n'arrive pas à sortir de ce piège mental.
Et chaque soir, il écoute et parle à Sean Hannity. Chaque soir. Il parle souvent à Rupert Murdoch, même s'il est en train de le poursuivre en justice, ce qui est assez ironique. Il parle aussi à des gens comme Laura Loomer. Laura Loomer. Franchement, cette fille est probablement déjà internée. Certains disent même que son faux appartement se trouve peut-être derrière un asile. Totalement dingue. Et pourtant, ce sont ces gens-là à qui le président des États-Unis parle. Mais il n'écoute pas Tulsi Gabbard. Il n'écoute pas Joe Kent. Il n'écoute pas Amaryllis Fox, qui vient de quitter son poste de directrice adjointe du renseignement national. Il n'écoute pas Michael Anton, qui a quitté le département d'État. Il n'écoute pas Elbridge Colby, le sous-secrétaire à la Défense. Il n'écoute même pas Ratcliffe et Rubio, alors qu'ils l'ont mis en garde contre des problèmes. Rubio change sans arrêt d'avis, parce qu'il veut que le lobby pro-israélien le soutienne en 2028. Alors il fait une chose une minute, puis une autre la minute d'après. Probablement notre pire secrétaire d'État de tous les temps, Narco Marco. Et pourtant, les gens le félicitent comme s'il était le meilleur. C'est hallucinant. Ils vivent dans un monde totalement faux, une sorte de fantasme. Mais c'est le même monde imaginaire dans lequel vivent Mark Levin, Lindsey Graham et le lobby pro-israélien en général. Et ça devrait le pousser à réagir, parce que plus ça continue, plus ça traîne, plus c'est sûr que ça va le couler aux élections de mi-mandat. Franchement, ma prédiction aujourd'hui, c'est qu'il perdrait 40 sièges ou plus à la Chambre et jusqu'à 10 sièges au Sénat. Il perdrait au moins le Sénat, ça ne fait aucun doute. Mais il pourrait perdre encore plus de sièges au Sénat, même dans des États que personne ne pensait disputer, comme le Texas, la Floride, le Nebraska ou le Montana. Le Kansas pourrait soudainement devenir compétitif. Le Mississippi aussi pourrait apparaître comme un État serré le soir de l'élection, vu la tendance actuelle. Et alors, oubliez l'Ohio, l'Iowa, le Maine ou encore la Caroline du Nord, le Michigan ou la Géorgie sur lesquels il comptait. Dans ce contexte, il est dans une situation vraiment grave, très sérieuse. Mais il ne s'en rend pas compte de façon constante, pour deux raisons. D'abord à cause de sa confusion et de son état mental affaibli. Ensuite, à cause de la peur qu'ont les gens de lui transmettre de mauvaises nouvelles parce qu'ils s'emportent violemment contre eux quand ils le font. Et ça, on peut clairement le voir. Je veux dire, on parle d'un homme qui a été prêt à laisser Marjorie Taylor Greene, sa plus ancienne alliée à la Chambre, recevoir des menaces de mort et à lui dire que ce serait de sa faute si son propre fils mourait à cause des menaces que le président des États-Unis avait déclenchées contre sa famille. Ça montre à quel point il est diminué mentalement. Et on a déjà vu un peu de ça, évidemment, avec Joe Biden. Ronald Reagan montrait des signes précoces d'Alzheimer à la fin de sa présidence. Woodrow Wilson, lui, n'était même plus vraiment président pendant les 6 derniers mois. C'est sa femme qui dirigeait la Maison-Blanche. Mais là, on n'a jamais vu un niveau de danger pareil. C'est comme si le docteur Folamour prenait vie. On a quelques généraux qui pensent comme ça, des officiers militaires de rang intermédiaire, un peu apocalyptiques, persuadés qu'ils accomplissent la volonté de Dieu pour faire revenir Jésus s'ils pouvaient juste provoquer l'apocalypse. Je veux dire, c'est effrayant que ce soit ça, leur façon de penser. Et puis avec Trump, on peut souvent parler de confession par projection. Tout ce qu'il dit sur l'Iran et sur les négociations, il faut partir du principe que c'est ce qu'il fait lui-même. Qui est en train de supplier pour quelque chose? C'est Trump, pas l'Iran. Qui n'arrive pas à tenir parole? C'est Trump, pas l'Iran. Tous ces éléments-là comptent, mais son état mental affaibli rend très difficile le choix le plus évident et le plus rationnel, à savoir se retirer. Le principal frein à l'escalade, c'est encore son propre Pentagone, ses propres services de renseignement, son vice-président et tous ses alliés dans le Golfe, sauf les Émirats, qui, eux, sont complètement fous.
Oh, what is your assessment of his visit of China? He went Quelle est votre évaluation de sa visite en Chine? Il est allé en Chine. Il voulait, l'un des principaux objectifs, c'était le détroit d'Ormuz. Et l'autre point sur lequel il voulait, je ne sais pas trop ce que signifiait cette énorme, vous savez, délégation qui l'accompagnait. Tous ces gens, Elon Musk et tous les dirigeants enfin, il avait tout le monde avec lui en Chine. Et on n'a rien vu de concret sortir de ce sommet. Mais ce qu'il essayait de faire, la rencontre, le sommet en lui-même, n'a pas eu de résultat vraiment important. Mais c'était quand même significatif, parce que c'est la première fois qu'on voit les deux dirigeants se rencontrer d'égal à égal. On n'avait encore jamais vu une scène pareille. Et c'est quelque chose de nouveau entre les États-Unis et la Chine. Parce que la Chine se développe aujourd'hui d'une manière qu'on n'avait jamais observée auparavant, surtout depuis la guerre en Ukraine. Vous vous souvenez, au tout début du conflit, ils étaient très réservés. Ils disaient « Nous voulons que la Russie négocie. Nous ne sommes pas d'accord. Nous n'aimons pas l'invasion de l'Ukraine. » Mais si on regarde aujourd'hui, en 2026, leur position est totalement différente de ce qu'elle était avant la guerre en Ukraine, puis avant la guerre au Moyen-Orient. À l'époque, ils restaient en retrait. Aujourd'hui, ils jouent pleinement leur jeu géopolitique. Et la question c'est, quel est ce jeu et comment l'administration Trump va-t-elle le percevoir? Une opinion là-dessus. Alors, Trump pensait que ce voyage en Chine serait une sorte de tournée triomphale, que la Chine allait s'incliner devant le président. Il s'imaginait un peu comme son président préféré, celui qui fait tomber les têtes, là-bas, en Syrie. Il allait, dans son esprit, brandir une tête perse d'un côté et une tête vénézuélienne de l'autre. Et il allait descendre de l'avion entouré de tous les symboles de la richesse et de la puissance américaine. Les milliardaires, les oligarques américains, tout ça. Il voyait la Chine, et Xi, l'attendre au bas de la passerelle, s'inclinant devant le grand dirigeant américain et disant « Que puis-je faire pour vous, Monsieur le Président? Comment puis-je dire à la Russie d'arrêter la guerre en Ukraine? Comment puis-je dire à l'Iran d'arrêter de fermer ou de contrôler le détroit d'Ormuz? » Et à la place, il descend simplement de l'avion. Et c'est même pas un type important. Personne ne sait vraiment qui c'est. On n'a même pas l'impression que c'est un membre du Politburo assis là. Le président Trump lui-même avait dit « Si je vais en Chine et que ce n'est pas le président en personne, je remonte tout de suite dans l'avion et je repars. » Mais c'est pas ce qu'il a fait. Alors, il est allé à cette réunion et en gros, la Chine, d'après les mots de quelqu'un de haut placé dans l'administration, je cite exactement, la Chine a dit à Trump d'aller se faire voir. Surtout, non, on ne va pas t'aider sur l'Iran. Non, on ne va pas t'aider sur la Russie. Non, on ne va pas faire d'accord avec toi. Non, on ne va pas donner à tes oligarques de la tech, à ceux de Boeing, ni à aucun autre oligarque, une plus grosse part du gâteau chinois. Vous aurez de la chance si on leur balance quelques jetons et quelques miettes. Et maintenant, laissez-moi vous faire la leçon sur la question du réarmement du Japon. Et laissez-moi aussi vous expliquer pourquoi vous n'allez pas envoyer d'armes à Taïwan de sitôt. C'est ce qui s'est passé au final. Il ne savait même pas comment réagir. Il était complètement pris de court, abasourdi, à cause de ce qu'il s'était imaginé. C'est le risque de la confabulation. Quand on commence à inventer des choses qui ne sont pas vraies, on finit par prendre de très mauvaises décisions. Pas seulement sur les gens à qui on fait confiance, ni sur ce qu'on croit, mais aussi sur ce qu'on pense qui va arriver. Franchement, c'était gênant pour tout le monde, sauf pour Elon, parce que tout le monde voulait une photo avec lui. Mais, vous savez, à part ça, c'était le moment où Apple avait déjà obtenu de Trump ce qu'il voulait, en étant exempté de tous leurs composants fabriqués en Chine. Et ça, c'était une trahison
des promesses de politique industrielle de Trump, celles qu'il répétait depuis 10 ans sur le rapatriement de la production américaine hors de Chine. Mais à part ça, Boeing a eu droit à, eh bien, peut-être qu'on vous enverra 100 avions, peut-être 200, ou peut-être aucun. On le savait déjà, rien qu'au fait qu'il n'y ait même pas eu de communiqué conjoint. On a publié notre version, la Chine a publié la sienne, complètement différente. Et en général, je n'aimerais pas dire ça à propos de l'Amérique ou de Trump. Mais honnêtement, on a presque toujours intérêt à écouter ce que dit le pays étranger pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Parce que Trump, lui, transforme tout ça en pure imagination. En gros, la Chine a en fait aggravé le problème. Ils n'ont même pas réussi à obtenir une garantie publique que la Chine ne continuerait pas à armer l'Iran. Et d'ailleurs, juste après, on voit Poutine débarquer, et là, il signe pas 1, pas 2, pas 5, pas 10, 40 accords différents, couvrant tout un éventail de coopération, avec de grandes signatures et des contrats en bonne et due forme. Et tout ce que Trump en a tiré, c'est de pouvoir dire « Eh bien, je t'ai emmené dans le même jardin où ils ont emmené Poutine. » Trump, lui, tout content. « Oh, c'est spécial. C'est tellement spécial. » Franchement, c'était pitoyable. Triste, même. Et pendant ce temps, la Chine le mène par le bout du nez parce qu'il a choisi de s'allier avec Bibi. Je veux dire, demandez-vous quel genre de message Israël envoyait quand, lors de la toute première rencontre à la Maison-Blanche avec Bibi Netanyahou, ils ont offert à Trump un téléavertisseur en or, comme s'il venait de faire exploser un tas de gens. Franchement, je ne sais pas. C'était pas vraiment subtil comme symbole. Comme cadeau, c'est un peu du genre « tu nous appartiens ». Et sinon, eh bien dommage si un jour tu te faisais exploser. Ça lui a tout coûté. Sa politique envers la Chine, sa politique envers la Russie, sa coalition politique intérieure, même l'économie américaine. En fait, ça a vraiment détruit sa présidence. Et toute une vie. Et la visite en Chine n'a été que la dernière démonstration de tout ça. Robert, Robert, on sait que Donald Trump, avant même que la guerre ne commence, avait le sentiment qu'il allait intervenir au Moyen-Orient. Il pensait que ça durerait 4 jours, ou peut-être une semaine de combat, et qu'il y aurait un changement de régime en Iran. Il a dit ça aux pays du Golfe. Pour lui, ce serait un conflit de courte durée, et ensuite on allait tout transformer au Moyen-Orient, avec les accords d'Abraham et tout le reste. Mais quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, il n'a atteint aucun des objectifs que tu as mentionnés. Et maintenant, on a l'impression que la guerre en Ukraine n'est plus sa priorité. Ce qui, à mon avis, est très dangereux, vu la situation entre l'Ukraine et la Russie. On a eu des attaques de drones contre la Russie, et la Russie réplique avec des missiles russes et d'autres types d'armes. Mais ils ont frappé des bases militaires en Ukraine. Et si je ne me trompe pas, ce n'était pas à Kiev, mais plutôt en périphérie de la ville. Et puis on voit que les Européens fournissent des drones à l'Ukraine. Le Royaume-Uni, au moins, a reconnu avoir envoyé récemment 148 drones à l'Ukraine. C'est une énorme escalade qui est en train de se produire. Et à Washington, personne ne semble s'en soucier, parce qu'ils sont complètement absorbés par la situation au Moyen-Orient. En plus, l'économie mondiale subit une pression énorme à cause du détroit d'Ormuz, du blocus iranien, du contre-blocus et de toute la complexité qu'on observe en ce moment. Comment voyez-vous la situation en Ukraine? Où en est-on avec cette escalade qui se déroule actuellement? C'est encore un exemple de ce qui a échoué, parce que c'est tombé sous l'influence du lobby israélien. Le président avait pourtant promis à plusieurs reprises qu'il ne nous aurait jamais entraînés dans la guerre en Ukraine. Il disait que ça ne serait jamais arrivé s'il avait été président à ce moment-là et qu'il réglerait le conflit en 24 heures. Au début, il avait pris des mesures dans ce sens, en déclarant que les États-Unis ne lanceraient pas
n'autoriserait pas, ne validerait pas et ne fournirait pas les capacités de ciblage par satellite pour des tirs de missiles vers la Russie. Il trouvait cette idée complètement folle. Biden l'a fait tout à la fin de son mandat. Et la seule raison pour laquelle la Russie n'a pas riposté à ce moment-là, c'est à cause des promesses publiques de Trump, qui affirmait qu'il ne laisserait jamais une chose pareille se produire. Il avançait, et c'était cette fameuse réunion de février 2025 où ils ont réprimandé Zelensky directement à la Maison-Blanche, avec le vice-président et le président présents. On avait donc l'impression qu'on allait dans la bonne direction, malgré la nomination du général Kellogg, un néoconservateur belliciste de longue date, complètement cinglé, dont la propre fille gagnait de l'argent en soutenant l'effort ukrainien en Ukraine. Mais ensuite, il y a eu la rencontre d'Anchorage. Et pendant cette rencontre, Trump a conclu certains accords avec le président Poutine. D'après ce que j'en sais, c'était en gros les termes de ce que les gens de The Duran ont appelé Istanbul Plus, c'est-à-dire essentiellement le même accord que les Ukrainiens et les Russes avaient accepté au départ, avant qu'ils ne soient torpillés par Biden et Boris Johnson. Ce qui avait été proposé, c'était que les 4 territoires, plus la Crimée, que la Russie considère comme russe, soient reconnus comme tels par les États-Unis. L'Ukraine, de son côté, retirerait toutes ses forces militaires de ces 4 régions et reconnaîtrait elle aussi qu'elles sont russes. Elle s'engagerait à respecter la langue russe et la religion russe en Ukraine, toutes deux considérées comme menacées. Il était aussi prévu d'organiser des élections libres et honnêtes dans un délai relativement court et que l'Ukraine accepte de ne jamais rejoindre l'OTAN. On parlait également d'une refonte plus large de l'architecture de sécurité européenne, avec un retrait des troupes américaines jusqu'aux frontières de l'OTAN d'avant 1991. Et donc, d'après ce que j'ai compris, c'est ce qui avait été convenu à Anchorage. C'est pour ça que la Russie s'en est réjouie. Poutine a essayé de s'en tenir à cet accord aussi longtemps que possible. Et puis, presque aussitôt, Trump est revenu sur ses propos quand il a compris qu'il ne pouvait pas forcer Zelensky et les Européens à accepter, et quand les va-t-en-guerre du complexe militaro-industriel et de l'État profond américain s'y sont opposés parce qu'ils sont obsédés par Poutine. Franchement, c'est incroyable. L'Occident veut faire la guerre aux 3 plus grandes civilisations encore existantes, les Russes, les Perses et les Chinois. Je veux dire, qui peut avoir une idée pareille? Moi, je ne conseillerais même pas de s'en prendre à une seule d'entre elles. Alors pourquoi s'en prendre aux 3? C'est un niveau de folie délirante de l'Occident en ce moment. On a une classe politique professionnelle, née et élevée dans le même moule, intellectuellement consanguine, plus incompétente encore qu'elle n'est corrompue. Et je ne pensais même pas que c'était possible. Mais je le dis souvent, les criminels, ça ne me dérange pas les idiots non plus, mais ne les mettez pas ensemble, sinon c'est la catastrophe. Et c'est exactement ce qu'on a. Et personne en Occident ne respecte la dissuasion de la Russie. C'est pour ça qu'on entend de plus en plus de discours, vous savez, de la part de Stanislav Krapivnik, si je prononce bien son nom, qui disait que les Russes sont comme un élastique. On peut tirer, tirer encore, et ils restent patients, très patients. Mais quand ils réagissent, c'est dur et rapide. Je crois que c'était un grand dirigeant allemand, peut-être le Kaiser ou Otto, je ne sais plus lequel, qui disait que les Russes mettent du temps à enfourcher leur cheval, mais une fois dessus, ils galopent fort et vite. Et c'est justement ce que l'Occident est sur le point de découvrir. Parce que selon moi, ils n'ont pas fini de frapper les endroits dont ils s'étaient jusque-là tenus à l'écart, à cause de l'influence occidentale dans la prise de décision. Ils évitaient de viser des officiers militaires de l'OTAN, des officiers américains, britanniques, allemands, d'autres pays étrangers,
et aussi des officiers français qui en réalité dirigent l'effort militaire ukrainien. Et je veux dire, on a bien vu un signe à un moment quand Trump commençait à perdre le contrôle et qu'il a laissé se produire en décembre quelque chose qu'il n'aurait jamais permis auparavant, une tentative de meurtre et d'assassinat du président Poutine. C'était une opération conjointe de la CIA avec l'Ukraine, menée à travers ces drones. Ce n'est pas une coïncidence. Ça s'est produit au moment où ils pensaient qu'ils se trouvaient là, en train d'attendre que Trump le rappelle, après avoir parlé plusieurs fois avec Zelensky. C'est pour ça que cette attaque ne peut pas avoir eu lieu si on comprend les limites des capacités ukrainiennes en matière de satellites et de ciblage, sans la complicité directe des États-Unis. Même Ratcliffe s'en vantait ce matin-là, en faisant fuiter au New York Times qu'il avait obtenu l'accord de Trump pour mener une guerre de drones illégale, mais qu'ils allaient la faire passer pour une opération ukrainienne. Et comme ça, ils ne seraient pas tenus pour responsables. Eh bien, c'est difficile de ne pas être tenu pour responsable quand on fait soi-même fuiter l'info au New York Times. Les Russes, eux, n'avaient aucun doute là-dessus. Ils ont même transmis ces informations à l'administration Trump parce qu'ils avaient récupéré les drones abattus qui montraient la carte de leur trajectoire. Et cette trajectoire menait à l'adresse de Poutine. Nous, on a fait semblant que c'était ailleurs. Trump, lui, a été complètement stupéfait d'avoir été pris la main dans le sac. Mais ça montrait bien un état d'esprit en plein déclin, une mentalité qui s'effritait. Et puis tout à coup, les gens ont commencé à se demander est-ce que les États-Unis étaient impliqués dans l'attaque surprise d'Israël contre les négociateurs du Hamas au Qatar? Dans quelle mesure le président était-il informé à l'avance de l'attaque surprise contre les Iraniens pendant les négociations de l'été 2025 qui ont conduit à la guerre de 12 jours? Et puis, il le voit le faire et s'en vanter, cette dernière fois, en plein milieu des négociations. On attend que les Iraniens se réunissent pour discuter, et lui, il parle de les tuer autant qu'on peut. Et c'est le même homme qui se vante d'avoir voulu enlever le dirigeant du Venezuela, et qui maintenant cherche à inculper, voire à kidnapper, le dirigeant de Cuba, ou plutôt l'ancien dirigeant, Raúl Castro. Tout ça à cause de cette vieille vendetta cubaine, ce serment de sang que des gens comme Narco Marco portent encore à cause de leurs origines et de leur histoire familiale. Et on voit bien qu'il n'y a plus aucune limite. Il parle de s'emparer du Groenland ou d'une partie quand ça lui chante. Il n'a aucune retenue. Il n'est pas concentré sur l'Amérique. Il ne pense pas à son avenir politique. Et il n'y a plus aucune trace de décision rationnelle. Et ce n'est pas seulement dans le conflit avec l'Iran que la situation s'est enflammée, avec tout ce que cela pourrait avoir de catastrophique pour l'économie mondiale. Mais ça s'est aussi retourné contre eux. Et ça a mis la Russie dans une position où elle doit maintenant prouver au monde ce que signifie vraiment sa dissuasion. Et j'espère que ça n'ira pas jusqu'à l'escalade, parce que ça pourrait vraiment dégénérer. On en parle d'ailleurs en ce moment, même dans des cercles plutôt modérés, au sein de l'establishment géopolitique et militaire russe. Certains disent qu'il faut envisager d'utiliser des armes directement contre des pays européens, voire de considérer l'emploi d'armes nucléaires contre l'Europe. Cette discussion a pris une toute autre ampleur en Russie depuis environ 3 mois. Depuis la tentative d'assassinat contre Poutine, l'échec du président Trump à tenir ses promesses de paix dans l'accord d'Anchorage et la poursuite de l'escalade contre la Russie à travers les tactiques, la stratégie et le ciblage militaire américain, y compris les informations issues des satellites. Et je pense qu'ils vont être, beaucoup d'entre eux apparemment ne bougent pas de leurs installations à Kiev. Bon, certains vont sans doute être touchés, et probablement cette semaine. Je veux dire, après qu'ils ont tué toutes ces filles, ces écolières,
des écolières qui apprenaient à enseigner à d'autres écolières. Enfin, c'est quoi ça? On est devenus comme les Israéliens, non? On cherche des enfants à tuer. C'est ce qu'Israël fait tout le temps au Liban, en Cisjordanie, à Gaza. On l'a fait au début de la guerre avec l'Iran, apparemment en utilisant l'intelligence artificielle, dans laquelle l'administration Trump avait des intérêts personnels, pas seulement politiques, pour, semble-t-il, cibler, tuer et frapper 3 fois une école de petites filles en Iran. Et maintenant, on refait la même chose à Louhansk, parce que quiconque pense que les Ukrainiens ont fait ça tout seuls se trompe. Mais c'est peut-être Palantir. Vous voyez peut-être les empreintes médico-légales de ce à quoi ressemble l'intelligence artificielle dans la guerre moderne. Et franchement, en tant qu'avocat, ils n'arrêtent pas d'essayer de me vendre l'IA. C'est du grand n'importe quoi. Vraiment. Non seulement c'est une bulle sur le marché boursier, mais en plus, c'est du vent. Elle se trompe environ 1 fois sur 2. Je veux dire, dans le domaine militaire, on ne peut pas se permettre 3% d'erreurs sur une cible. Alors imaginez avec 50% d'erreurs. À mon avis, l'IA est derrière le ciblage des jeunes filles en Iran et celui de l'école de filles à Louhansk dans la partie de l'Ukraine occupée par la Russie. Mais tout ça va provoquer des réactions en chaîne. Et tout ça parce qu'on a un vieux roi dément à la tête de l'Amérique. Robert, si je devais comparer l'administration Biden à celle de Trump, ou si je devais parler des cerveaux derrière l'administration Biden, je dirais que Jake Sullivan, avec Anthony Blinken, en étaient les principaux architectes. Mais il y avait quand même certaines divisions. Par exemple, dans le cas de l'Ukraine, Victoria Nuland a joué un rôle très important, vraiment déterminant. Et puis, quand il a été question d'envoyer des missiles à longue portée à l'Ukraine, tu te souviens, Starmer était venu à Washington pour discuter avec l'administration Biden. Eh bien, le Pentagone est ensuite intervenu en disant « Non, ça n'arrivera pas ». Ce serait une énorme escalade entre les États-Unis et la Russie. Donc non, ça n'allait pas se faire. Mais on n'a pas ce genre de division dans l'administration Trump. Quand je regarde le chef du Pentagone, Pete Hegseth, je ne vois pas un type qui a, disons, la personnalité pour diriger le Pentagone. Et le Pentagone, c'est quand même crucial. Et puis l'autre, le secrétaire d'État Marco Rubio, c'est qui ce gars-là? Personne ne le connaît. Les États-Unis négocient avec la Russie sur l'Ukraine et avec les Iraniens. Et ces 2 négociations sont menées par 2 types, 2 promoteurs immobiliers de New York, Steve Witkoff et Jared Kushner. Personne ne sait quel est le rôle de Marco Rubio dans tout ça. C'est quoi cette administration? Qui est le cerveau derrière cette administration? Eh bien, c'est clairement le lobby pro-israélien, et il a exercé son influence à tous les niveaux. Il y avait donc tout un ensemble de personnes qui devaient occuper des postes intermédiaires, mais que le lobby pro-israélien a systématiquement écarté des nominations, soit en les faisant licencier, soit en empêchant qu'elles soient embauchées dès le départ, pendant les 6 premiers mois de l'administration du président. Et puis, la deuxième chose qu'ils ont faite, c'est d'infiltrer certains cercles corrompus autour de l'équipe Trump. Ça concernait notamment Kushner et Witkoff, qui ont des liens immobiliers avec eux, des affaires de capital risque, des co-investissements, mais aussi, de plus en plus, Eric Trump et Don Trump Jr. Donald Trump Jr. a monté un club exclusif à Washington, en partenariat avec des gens liés à la famille Mercer, qui possède Breitbart. Beaucoup se demandent pourquoi Breitbart est soudainement devenu un média aussi belliciste. Alex Marlow travaille sur le réseau Salem Media, dont le principal stratège est littéralement un agent étranger, sous contrat de $6 millions avec le gouvernement israélien. Ils ont infiltré ce milieu par le biais des influenceurs et des médias, le lobby israélien, parce qu'ils savaient qu'ils avaient besoin de ce levier pour protéger leurs conflits en cours.
Mais tout ça a eu d'autres effets en cascade. Des effets sur la guerre avec l'Iran, sur la guerre avec la Russie, et même sur la politique nationale en matière d'antitrust. Des répercussions en chaîne sur la politique américaine, aussi bien intérieure qu'économique, sur plein d'aspects. Par exemple, ils ont intégré des gens comme Mike Davis et Will Chamberlain. Vous pouvez voir Will Chamberlain passer chez Piers Morgan ou d'autres. Je connais Will depuis longtemps. Personne ne l'a jamais pris pour un génie de la géopolitique. C'est un gosse qui a hérité de l'argent. Vous savez, la vieille blague sur la cuillère en argent à la naissance. Lui, il pense qu'il a frappé un triple. En réalité, il est né sur la 3e base, il finit sur la 2e, et il croit qu'il a réussi un double, faute de talent, ce genre de choses. Mais Mike Davis, lui, est complètement plongé là-dedans. Il prend une ampleur énorme. C'est un lobbyiste non enregistré, ce qui est un crime aux États-Unis. Il travaille pour beaucoup de grandes entreprises qui sabotent plusieurs accords antitrust. Ils ont poussé Gail Slater à quitter la division antitrust et ils ont fait partir tous les autres qui étaient en accord avec la plateforme populiste de Trump pour 2024. Et ces gens-là étaient des alliés du vice-président Vance, tout ça pour s'en mettre plein les poches. Le marché, c'est simple. On va défendre Israël, le lobby pro-israélien et ses positions dans l'opinion publique. En échange, on devient incroyablement riche. C'est pareil avec tout ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel. Radcliffe, comme j'aime l'appeler, le directeur de la CIA, avec l'accent sur la partie RAT, il est aligné avec le MI6 et le Mossad. En fait, j'ai eu un débat, une dispute même, plus tôt cette année, avec le vice-président en personne. J'avais publié un message où je disais qu'un autiste sur Telegram en saurait plus sur ce qui se passe en Ukraine que le président et le vice-président réunis. Et ça a attiré son attention. Il m'a demandé quel compte il devrait suivre. Et ma réponse a été, eh bien, probablement une demi-douzaine. Mais c'était évident qu'il y croyait vraiment et qu'on lui servait de mauvaises infos, comme quoi c'était juste une impasse gelée, que les pertes russes étaient énormes, que l'économie russe était en difficulté. En réalité, rien de tout ça n'est vrai. La Russie mène une guerre d'usure à l'ancienne, en partie freinée par la guerre des drones qui domine aujourd'hui le champ de bataille. Et ils trouvent des contre-mesures à ça. Mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est détruire l'armée ukrainienne et les laisser continuer à venir, encore et encore. Ils avancent un peu, puis laissent venir d'autres vagues, encore et encore. Et à ce stade, on le voit clairement, rien qu'en regardant le nombre de morts échangés. Vous savez, on parle d'environ 40 Ukrainiens tués pour chaque Russe mort. Cette information a fuité. Quelqu'un a piraté l'armée ukrainienne. Et c'est bien l'Ukraine qui compte plus d'1 700 000 victimes, si on inclut les morts et les handicaps graves, pas la Russie. La Russie, elle, n'en a qu'une petite partie. Son économie se porte très bien, contrairement à tout ce que racontent les fausses informations. Mais à la Maison-Blanche, dans l'administration, certains ont cru à ces infos bidons parce qu'ils avaient mis Tulsi Gabbard de côté. Et qui a fait ça? C'est le lobby israélien. Ils ont profité de la première série d'attaques d'Israël pour l'écarter, pour écarter Joe Kent, pour écarter n'importe qui, Amaryllis Fox, Elbridge Colby, Michael Anton, tous ceux qui osaient dire quoi que ce soit. Et ensuite, ils ont mené une campagne plus ou moins discrète, mais largement passée inaperçue, contre J.D. Vance, en disant que Vance était en réalité un traître, ou quelque chose comme ça. Ils mènent différentes campagnes de sabotage à des moments différents contre Vance. Tout simplement parce qu'il s'était opposé à cette activité, même si son chef de cabinet est étroitement lié au lobby israélien. Et je pense qu'à un moment donné, Vance lui-même a compris qu'on ne lui transmettait pas des informations fiables, qu'on les lui servait toutes prêtes par cette personne.
Du coup, on s'est retrouvé avec tous ces efforts qui ont laissé une Maison-Blanche un peu sans cap, sans direction, au-delà même de ce qu'a été l'influence du lobby israélien. Israël a fait à l'administration Trump ce qu'il a fait à tous les gouvernements du Moyen-Orient qu'il a renversés. Il les a déstabilisés, fragmentés, affaiblis au sommet. Et il l'a fait de manière si systématique que cela a touché l'ensemble de l'administration. Pas seulement sa politique vis-à-vis de l'Iran, de Gaza, du Liban, de la Syrie, de l'Irak ou de la Libye. Et ça a eu un impact sur sa politique envers la Russie. La grande détente que beaucoup espéraient entre les États-Unis et la Russie, celle que Trump lui-même défend depuis 2015 et qui a conduit à l'affaire du Russiagate au départ. Ces accusations fausses et fabriquées pour l'empêcher d'obtenir une détente à la Nixon avec la Russie, eh bien, il a tout fait exploser. Ce qui pourtant aurait eu du sens dans cette compétition entre grandes puissances, surtout si l'objectif était de les rapprocher de nous plutôt que de les laisser s'allier durablement avec la Chine, ce qu'on a fini par provoquer à notre grand désavantage. Aujourd'hui, la plupart des Russes, y compris la direction politique, ne font plus du tout confiance à Trump. Ces meurtres constants, alors même qu'on mène des négociations diplomatiques, puis le fait qu'il revienne sans cesse sur ces accords, qu'il les réécrive ensuite, et qu'il invente de fausses informations sur la situation géopolitique. Tout ça a complètement sapé la confiance que le monde entier pouvait avoir en lui. Personne ne le croit plus. Pendant son premier mandat, les gens n'étaient pas toujours d'accord avec lui, mais ils le respectaient. Ils pensaient qu'il pouvait agir de manière indépendante, sans se plier aux contraintes ou aux freins idéologiques habituels de l'Occident. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus aucune confiance en lui. Ils ne le croient pas sain d'esprit. Ils ne le croient pas intelligent. Ils ne le croient pas fiable. Et en réalité, malheureusement, ils ont raison. Où en est l'OTAN aujourd'hui, selon vous? Vous vous souvenez, quand la Finlande et la Suède ont rejoint l'Alliance, Joe Biden s'en vantait en disant « Nous devenons plus grands, plus puissants qu'avant. L'Alliance se renforce. » Et maintenant, on voit la guerre au Moyen-Orient. Aucun de ces pays européens n'a voulu se joindre aux États-Unis pour rouvrir le détroit d'Ormuz. On sent une sorte de fracture entre les États-Unis et les Européens sur la guerre en Ukraine. Ils ne sont pas sur la même ligne et ils ont des désaccords fondamentaux à propos de l'Ukraine. Et l'OTAN, en ce moment, semble un peu perdue. Qui va produire les armes pour l'OTAN? Donald Trump se vante d'avoir fait passer le budget de l'OTAN de 2% de leur PIB à 5%. Aucun n'a atteint 5%, mais certains sont montés à 3%, si je ne me trompe pas. Où en est l'OTAN aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était avant tout ce chaos et ces guerres? Disons, avant, en décembre 2021, avant la guerre, à l'époque où la Russie avait envoyé 2 lettres, l'une à Washington, l'autre au siège de l'OTAN. Nous avions l'OTAN d'alors et celle d'aujourd'hui. Comment comparer ces deux OTAN? Je pense que l'ancienne formule à propos de l'OTAN, celle qui disait que l'Alliance servait à garder les Américains dedans, les Russes dehors et les Allemands à terre, eh bien, sur ce troisième point, ça ne marche plus très bien en ce moment. Les Allemands parlent de se réarmer. Mais quelqu'un devrait dire aux Français que Napoléon, c'est fini. Quelqu'un devrait dire aux Britanniques que l'Empire, c'est terminé. Et quelqu'un devrait dire aux Suédois, aux Danois, aux Nordiques et aux Finlandais que oui, les Vikings sont peut-être dans leur ADN, mais pas dans leur capacité actuelle. Quant aux petits pays baltes, on dirait ces petits chihuahuas qui n'arrêtent pas d'aboyer, yap, 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 yap. Et d'ailleurs, il y a un mème qui circule sur le fait qu'ils seraient les prochains à ouvrir une porte. Tu t'en prends à ce gros chien, et d'un coup, le petit chihuahua se calme.
C'est exactement ce qui doit se passer, franchement, parce qu'ils vivent dans le déni. Je comprends tout le grand discours, toute la rhétorique de la peur, pour justifier la concentration continue du pouvoir en Europe. Ils renversent et sapent les élections. Le fait est que dès le départ, le vice-président Vance est allé là-bas, juste après l'investiture de Trump. Et il a dit, quoi que vous fassiez, ne cherchez pas à renverser ou à manipuler les élections comme en Roumanie. Et qu'est-ce qu'ils font un mois plus tard? Ils renversent et manipulent les élections en Roumanie. Ils ont fait la même chose en Moldavie. Ils ont fait la même chose de manière très marquée en Hongrie, un allié de longue date du président des États-Unis avec Orban. Donc, à un moment donné, il faut bien reconnaître et comprendre ce que le président Trump lui-même avait dit au tout début de 2016 pendant les primaires. Il avait dit « Peut-être qu'il est temps de simplement sortir de l'OTAN. Il est grand temps qu'on sorte de l'OTAN. » L'existence même de l'OTAN reposait sur celle du pacte de Varsovie avec l'Union soviétique. C'était censé justifier une défense contre une Union soviétique expansionniste. Peut-être que cette idée d'une Union soviétique expansionniste a toujours été un mensonge, mais c'était la croyance de l'époque. Aujourd'hui, ça ne sert plus à rien, et ils inventent prétexte sur prétexte, tous plus faibles les uns que les autres, juste pour continuer à faire tourner la machine. Je pense que ça, c'est encore seulement la moitié du problème. Tout tourne autour de ces généraux, de ces anciens généraux, de ces responsables militaires et politiques qui veulent grimper les échelons, décrocher de gros contrats bien juteux, de belles affaires en Europe et qui veulent rester en place pour ces raisons-là. Mais il n'y a aucune raison pour que les États-Unis aient encore des bases militaires en Europe. Je comprends la préoccupation et même la Russie partage cette inquiétude. Une absence totale de présence américaine sur le continent européen pourrait relancer le réarmement de l'Allemagne, provoquer des tensions internes et un retour au conflit militaire. Malheureusement, le continent européen est tristement célèbre pour ça, plus que n'importe quel autre, avec une longue histoire de guerre entre ses propres nations et de tendances expansionnistes vers l'extérieur. Mais je me demande sur le plan économique comment ils comptent s'y prendre. Regardez, quels pays peuvent subvenir à leurs propres besoins en énergie? Quels pays peuvent se nourrir eux-mêmes? Ce sont ces pays-là qui peuvent aussi s'armer et se défendre. C'est le cas de la Russie. C'est le cas des États-Unis. Peu d'autres pays sont capables d'être à la fois autosuffisants en énergie et en nourriture. Et ces pays-là peuvent s'armer. La Chine, elle, est en train de créer une situation où elle peut s'en approcher grâce à ses relations avec la Russie et au fait qu'elle est devenue l'usine du monde. Et ça, on l'a aidé à le faire, avec l'accord de l'Organisation mondiale du commerce en 1999, puis encore davantage sous l'administration Bush. C'était une trahison bipartisane de l'Amérique du Midwest. Le président était censé revenir sur cette décision, et au lieu de ça, il ne l'a pas fait. Parce que, il ne faut surtout pas froisser le lobby pro-israélien, ni les oligarques des grandes entreprises technologiques. Moi, je pense qu'on devrait sortir de l'OTAN. J'avais vraiment bon espoir qu'on en sorte. Peu importe comment on s'en va, du moment qu'on s'en va. L'OTAN ne devrait même pas exister. C'est une menace pour la paix. Ce qui devait être un instrument de préservation de la paix est devenu une menace pour la paix. Et si on regarde la période entre 2021 et 2026, l'OTAN n'a fait que s'affaiblir. Mais c'est comme un petit chien qui n'arrête pas d'aboyer, encore et encore, de plus en plus fort. Et c'est pour ça que malheureusement, je pense que la Russie, pour le bien de la paix mondiale, doit montrer sa capacité de dissuasion, histoire de remettre le petit chien dans sa boîte. Donc, il faudrait qu'elle arrête de japper de manière à risquer de déclencher. Enfin, l'Europe a plus de chances que n'importe quel autre continent de provoquer une guerre mondiale par accident.
Elle l'a déjà prouvé avec la Première Guerre mondiale. Alors, pourquoi y retourner? À mon avis, notre meilleure option, c'est de sortir de là, tout simplement. Je ne pense pas que Trump soit prêt, ni même capable de le faire, malgré ses promesses passées, au moins en partie. Si Vance devait un jour devenir président, je pense qu'on verrait une désescalade et un ralentissement de notre présence en Asie et en Europe, et que nos soldats rentreraient à la maison, au lieu de maintenir plus de 800 bases un peu partout dans le monde. Et il faut bien se rappeler qu'on ne peut défendre personne contre quoi que ce soit si on n'est même pas capable de défendre le petit Qatar face à l'Iran. Vous savez, cette illusion a disparu. La bulle a éclaté. Quand l'Ukraine tombera, et elle finira par tomber sans doute plus tôt que tard, disons d'ici 12 à 18 mois, une autre bulle d'illusion et de désillusion européenne éclatera à son tour. Et pendant que l'Europe souffrira de ne plus pouvoir se payer de la nourriture ni importer du carburant, pendant que l'Allemagne poursuivra sa désindustrialisation, je ne vois pas comment l'Europe pourrait se réarmer. Elle peut en parler, bien sûr. Peut-être qu'elle construira des drones, beaucoup de drones, peut-être même des robots. Mais je pense qu'on exagère un peu tout ça, surtout du côté de la robotique. Aucun pays n'a jamais réussi à bâtir une grande armée tout en ayant de graves problèmes d'alimentation et d'énergie et en étant aussi désindustrialisé que l'Europe l'est aujourd'hui. Je pense que c'est surtout une arnaque. C'est un peu comme la machine militaire ukrainienne, où 90% de l'argent n'arrive jamais jusqu'à la ligne de front. Il part chez quelqu'un ici, quelqu'un là-bas. Chacun prend sa part. Je pense que c'est exactement ce que va devenir le réarmement européen. Et si les Européens sont intelligents, s'ils arrivent à trouver un moyen de se rapprocher de la Russie, peut-être qu'ils existeront encore sous la même forme dans 50 ans. Mais s'ils ne le font pas, ils risquent de subir ce qu'ils redoutent sans cesse, en le provoquant eux-mêmes. Une réaction de la Russie et l'Europe reléguée au second plan, un endroit qu'on visite juste pour ses ruines. Voilà, c'est ça l'avenir de l'Europe aujourd'hui. Je pense que l'Europe traverse vraiment des jours bien sombres. Merci. Merci beaucoup, Robert, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un vrai plaisir de vous avoir et à très bientôt. Absolument. Sympa. Je suis content d'être là. Merci. Au revoir.